Bon, bah bonjour Kelly, Bonjour Sarah. bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais et ce que tu proposes, ton parcours, ce genre de choses? Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Kelly Savidan, j'ai 37 ans, je suis française et je suis psychologue depuis 10 ans maintenant. Initialement, je suis psychologue du travail et très rapidement, je me suis formée, je vais le dire comme ça, je me suis formée en trauma. Voilà, le trauma m'a très très vite passionnée. Donc, je suis passée en fait d'accompagnement dans les entreprises pour le collectif à accompagnement individuel. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ce one-to-one avec les gens. Et donc voilà, ça fait 10 ans maintenant que je suis psychologue et que j'accompagne aussi les gens en individuel. Et progressivement, il y a plein de choses qui sont venues à moi. Je me suis intéressée aux nouvelles thérapies. Il y a aussi dans mon parcours de vie, on le verra tout à l'heure, mais plein de choses qui sont venues se greffer. Et donc, je viens d'arriver à Genève depuis peu. Voilà, un Super. rêve qui se réalise pour moi. Bah, bienvenue du coup. Merci, c'est Donc gentil. toi maintenant tu exerces sur sol suisse et sur sol français, c'est ça? Exactement, C'est voilà. génial, Je continue à incroyable. accompagner mes patients, principalement parisiens, Oui, aujourd'hui, à distance, même si je remonte un petit peu à Paris pour les voir aussi. oui. Et quand j'ai décidé de venir ici, je voulais pas arrêter mes accompagnements en cours. Je n'aurais pas été du tout alignée avec ça. Et puis, Genève, c'était un souhait depuis plus de 2 ans. Donc voilà, j'ai ouvert mon cabinet aussi et j'accompagne effectivement sur Suisse et sur France aujourd'hui. Ok, super. Donc tu proposes autant des séances en présentiel qu'à distance. Oui, Donc c'est complètement adapté selon les besoins de chacun. Ça c'est oui, super. exactement. Ok, Ouais, chouette. Et du coup, j'ai vu que tu avais aussi tu as débuté un podcast. ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai lancé le podcast qui s'appelle Au cœur de l'invisible, le même nom que du coup ma chaîne Instagram. Ce podcast, en fait, je l'ai lancé il y a un peu moins d'un an parce que j'avais envie de partager. J'avais envie de transmettre parce que je me suis rendu compte que en séance, des fois, il suffisait d'expliquer avec une métaphore, avec une image, quelque chose qui finalement, nous, dans nos études qu'on apprend au niveau de la théorie, c'était assez simple en fait de l'expliquer. Et il pouvait avoir des déclics très rapidement, en fait, chez les patients. Donc j'ai eu envie de transmettre. Je me suis dit, bah, si finalement les patients arrivent à avoir des déclics en séance, est-ce que ça serait pas intéressant de communiquer sur ces sujets-là? Donc j'ai lancé le podcast pour cette raison-là, mais au départ, il avait juste une vocation de, je fais quelques enregistrements, j'interviewe aussi quelques professionnels de santé, tu vois, Chouette. dans le médical, le paramédical, mais aussi des gens du coup qui ont une ouverture à l'invisible, comme j'aime bien l'appeler. Oui. C'est un peu l'exploration de la conscience. Mhm. C'est aussi une forme de spiritualité pour ceux qui en ont une. Et bah, finalement, les enregistrements ont eu des écoutes, un nombre d'écoutes auxquelles je ne m'attendais pas. Donc progressivement, bah, j'ai commencé à faire aussi un peu des vidéos Instagram, etc. Et ça m'a donné en fait l'idée de nouveaux projets, de nouveaux programmes à pouvoir lancer. Donc j'ai vraiment à cœur, et c'est pour ça que le podcast s'appelle Au cœur de l'invisible, c'est que j'ai vraiment à cœur en fait de transmettre un maximum de sujets qui peuvent être vraiment tu vois, des déclics, des déclencheurs très faciles à appliquer dans sa vie. Si tu es anxieux, si tu es stressé, s'il y a eu une relation un peu compliquée, une rupture, un deuil. Il y a bien sûr le suivi thérapeutique peut pas être remplacé et c'est le cœur de mon métier, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut mettre en place, des petits déclics qu'on peut donner aux gens et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Voilà. C'est génial. Ouais. Oui, parce que toi, de formation à la base, c'était donc dans la communication. Avant Oui, ça? oui, Ouais, et je trouve super intéressant que du coup, tu utilises maintenant les réseaux sociaux pour faire la promotion de ton travail de psychologue, ouais, en alliant justement la proximité et puis de toucher peut-être un public un peu plus large, que ce soit justement des jeunes qui ont peut-être des problèmes scolaires, ou bien des personnes de la vie active qui ont subi des traumas ou des difficultés au travail, un burn-out, ce genre de choses. ouais, ouais. Donc c'est chouette de décliner ça justement sur des plateformes et que ce soit plus accessible. Bah, c'est vrai que mine de rien, comme je te disais un petit peu en off toutes les deux tout à l'heure, moi je pensais pas devenir psychologue. J'ai plutôt été freinée dans mon parcours scolaire parce que j'étais une rêveuse, parce que j'étais sérieuse, mais je rentrais pas en fait dans la méthodologie classique au niveau scolaire. Donc j'ai très vite cru que j'étais pas faite pour les études et puis on me l'a dit aussi plus d'une fois clairement. Et je suis loin d'être la seule. Donc, c'est pas simple de trouver ces marques. Il y a des personnes qui les trouvent tout de suite dans le milieu scolaire et d'autres pas du tout. Moi, je faisais partie de ces personnes. Et c'est vrai que déjà, quand j'ai eu mon bac+3 en communication marketing, je me suis dit, waouh,
j'ai presque réussi dans la vie, tu vois. Mais C'est c'est déjà génial, un ouais. énorme cap. Et puis, bah voilà, la psychologie est venue sur mon chemin. Je crois beaucoup au destin. Je crois aussi que chaque épreuve que l'on a, qu'elle soit aidante ou au départ très difficile, Mhm. je pense qu'elle mène quelque part. Et finalement, les difficultés scolaires que j'ai pu avoir m'ont amené à vouloir prouver en fait que j'étais Que tu capable. étais capable, oui. Et voilà, sur mon chemin, j'ai eu des rencontres qui m'ont aidé à comprendre qu'en fait, c'était vraiment la psychologie qui m'intéressait. Et progressivement, effectivement, comme tu le dis si bien, c'est le trauma qui m'intéressait. Et quand tu te confrontes au cabinet à des traumas complexes, à des Mhm. traumas assez lourds, Mhm. pour moi, le trauma, il a une échelle de gravité par rapport à la représentation qu'on s'en fait dans la société. Oui, quelqu'un qui a vécu un acte terroriste, c'est très grave. Quelqu'un qui a perdu son enfant, c'est très grave. Mais en fait, quand on se forme en trauma et quand on accompagne en trauma, ce qui est important, c'est pas la représentation que la société a de la gravité d'un événement, c'est de quelle manière la personne Elle en fait appréhende. a appréhendé Mhm. et comment elle l'a vécu. Il y a des choses, peut-être que toi tu as vécu quelque chose et tu vas me dire oh bah non c'était rien et que Ouais. moi je vais le vivre extrêmement mal. Et la définition du trauma au sens psychologique du terme, c'est vraiment le psychique en fait, hein, notre cerveau qui n'arrive pas à le digérer. Oui. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, il n'y a pas que la gravité. Et quand on comprend ça, on se rend compte que en fait, le trauma, il est partout, dans chaque parcours de vie et sur des exemples ou des événements de vie, des fois qui sont extrêmement, je vais dire bateaux, quoi, mais en fait qui sont extrêmement importants. Oui. Et quand je me suis formée en trauma, je me suis dit, mais elle est encore même plus là, ma voix. Elle est bien sûr en tant que psychologue, en tant qu'accompagnante, aidante, mais elle est surtout sur le trauma. D'accord. Voilà. Donc ça t'a C'est devenu vraiment, une passion, le trauma. ça Ça t'a peut vraiment paraître touché. bizarre de dire ça. Non, non, Mais- c'est très intéressant et c'est super intéressant de se dire qu'effectivement, on a tous des sensibilités différentes et donc, du coup, qu'on n'appréhende pas forcément les mêmes situations de la même manière. Ouais. Et c'est ça qui est des fois intéressant aussi d'étudier Ouais. et de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne, ça la touche et l'autre pas, quel est son Et oui. vécu, quel est le contexte. Donc non, je comprends l'intérêt. Voilà, l'intérêt, il est partout en fait, il Ouais. est chez chaque personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le challenge. Le challenge d'avoir... alors bien sûr, on va être honnête, on a plus de femmes qui viennent au cabinet que d'hommes. Mhm. Moi, j'ai eu de la chance du coup d'être sur Paris avant et d'avoir quand même finalement... alors bien sûr, un peu plus de patientes femmes que d'hommes, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, chacun arrive avec son individualité, chacun arrive avec ses peurs, chacun arrive avec ses mécanismes. Et le challenge, il est... En fait, le trauma a impacté la personne, mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas s'y confronter tout de suite. Donc pour moi, le challenge, il est de trouver le chemin, Mhm. vraiment d'avoir le socle de confiance et de sécurité pour aider cette personne à rentrer dans ce trauma. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, pourquoi la personne vient en cabinet si finalement elle n'a pas envie de parler du trauma. Mais voilà, on a des mécanismes de défense qui font qu'on a besoin de temps. C'est ça. Et est-ce que tu trouves pas que justement, il y a beaucoup de gens qui attendent, entre guillemets, le trauma pour venir consulter? Ils se disent vraiment, finalement, j'ai vraiment besoin d'être au bord du précipice pour demander de l'aide et on est capable quand même d'encaisser beaucoup de choses jusqu'à pousser la porte du cabinet du psychologue qui a l'air encore malheureusement très stigmatisé et pour lequel surtout, comme tu dis, le public masculin est assez réfractaire, peut-être dans son rôle aussi de mâle alpha de venir demander de l'aide. Mhm. Complètement. Alors c'est vrai que oui, je vois aussi des femmes bien sûr qui attendent le dernier moment, qui attendent de plus en pouvoir, qui sont même en épuisement des fois professionnel. Ça peut être aussi un événement professionnel qui soit réactive à un autre trauma, soit qui en déclenche un. Mais c'est vrai que chez les hommes, ils attendent encore plus le dernier moment. Ils attendent souvent une rupture ou tu vois, une rupture sentimentale ou amicale ou familiale, quelque chose qui les pousse à dire j'ai plus le choix que de faire ce travail. Mais la plupart du temps, on rentre pas sur le trauma en direct en fait. On prend un peu des chemins détournés. Oui. On est fort pour ça, pour essayer d'éviter, etc. Ouais. Et mon job, c'est ça. Et mon job, c'est de comprendre comment la personne fonctionne, quel mécanisme elle a mis en place pour en fait l'aider à accéder à ça. Et quand je me suis formée en trauma et que j'ai commencé à exercer, notamment par la thérapie EMDR, qui pour moi est une des meilleures thérapies aujourd'hui qui existent. En tout cas, c'est mon humble avis. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la thérapie EMDR ? Oui, bien sûr. La thérapie EMDR, en fait, c'est une thérapie qui est basée sur les mouvements oculaires. Donc tout simplement, je vais essayer de faire court parce que je pourrais en parler des heures, parce que j'adore
cette thérapie. Pour faire court, pour expliquer, en fait, pendant qu'on dort la nuit, on a plein de processus cognitifs, neuronaux qui se mettent en place. Et il y en a un notamment qui s'appelle le processus de traitement de l'information. Ce processus, il se fait toutes les nuits pendant qu'on dort dans certaines phases de sommeil. Et on s'est rendu compte pendant que ce processus se faisait qu'on avait un mouvement oculaire. Alors on ne se rend pas compte parce qu'on dort, mais en fait nos yeux bougent de gauche à droite d'une manière plus ou moins rapide. Et c'est ce mouvement oculaire en fait qui permet que ce processus puisse se faire. Et ce processus, il est fondamental parce qu'en fait, il permet, alors moi je l'explique comme ça à mes patients quand on est ensemble au cabinet, ce processus, il permet vraiment de récolter toutes les informations auxquelles on était confrontés dans la journée pour que notre psychique puisse en fait classer, ranger, trier. Et d'ailleurs, le dessin animé vice-versa l'exprime extrêmement bien. Effectivement, c'est ce oui. qui est illustré dans ce dessin animé. Pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, je le conseille vivement. Le premier est génial, mais le deuxième qui vient de sortir est encore plus extraordinaire. Et donc ce processus, il est montré, en fait, on plonge vraiment à l'intérieur du fonctionnement psychique et surtout de ce processus. Et donc quand on vit des choses au quotidien qui sont pas forcément chargées en émotions, une journée plutôt classique, c'est un processus qui se fait très rapidement et qui est très efficace. Par contre, quand on vit des choses un peu plus impactantes, alors si c'est léger en termes de charge émotionnelle, ça peut se résoudre en 1, 2, 3, 4 nuits. Par contre, quand on arrive sur des événements plus traumatisants, d'ailleurs on estime qu'au bout d'un mois, si je te reparle d'un événement qui t'a impacté et que l'émotion remonte tout de suite, que tu es tout de suite bouleversé, que tu as des choses un peu intrusives qui reviennent dans ta journée de cet événement, on estime qu'au bout d'un mois, en fait, le psychique n'a pas eu suffisamment soit de temps, soit d'énergie, soit je ne sais quoi, pour réussir en fait à faire diminuer cette charge émotionnelle. Et donc, on peut arriver à faire un diagnostic de trauma. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment un processus, donc ce traitement de l'information qui permet finalement à la psyché comment dire, de prévenir le trauma en revivant la situation un peu donc, pendant notre sommeil, c'est ce que tu dis ? Voilà, en fait, pendant notre sommeil, c'est ce mouvement oculaire qui déclenche ce processus. Et ce processus est là pour faire réduire la charge émotionnelle, entre guillemets, pour pouvoir classer, digérer cet événement comme un souvenir un petit peu plus lambda, un petit peu moins chargé en émotions. Mais malheureusement, voilà, on a des événements dans notre vie, encore une fois, soit qualifiés de graves ou de pas graves selon notre regard dessus, mais qui peuvent être très vite évalués si on parle ensemble, si notre émotion se déclenche. Donc, nous, ce qu'on refait en fait en séance, c'est qu'on refait ce mouvement oculaire. Ok. Voilà, alors c'est un processus, je le résume là, mais c'est un processus plus complexe que ça. Mais en fait, on replonge notre patient, on le fait revivre l'événement traumatisant, l'événement impactant, pas parce qu'on veut le replonger dedans, mais parce qu'on a une véritable raison, c'est-à-dire qu'on le replonge dedans pour l'aider à retraiter en fait les informations. On le reformate en fait. Exactement. On reformate avec nos 5 sens, ce que la personne a vu, ce que la personne a senti, ce que la personne a entendu. On oublie souvent aussi l'auditif, mais par exemple, je me rappelle d'un patient sur le suicide en fait d'un de ses proches. En fait, là où s'était ancré le trauma, c'était sur l'auditif. C'était les sirènes de pompiers, c'était les sirènes de police, et dès qu'il remarchait dans la rue, c'était ce qui revenait, ce qui redéclenchait le trauma. D'accord. Voilà. Oui, c'est vraiment une sensibilité. Des fois, on a vraiment des traces. Comme tu dis, ça peut être un souvenir, juste, on se rappelle juste d'un toboggan ou ce genre de choses. Et des fois, ça peut vraiment juste être auditif et un bruit peut déclencher, réenclencher le trauma. Exactement. En fait, ça dépend de la manière dont on va mémoriser. Oui. Donc justement, on a des séances préparatoires avant de refaire vivre le trauma du coup au patient. On a vraiment des séances en amont pour que nous, on puisse voir comment la personne mémorise. Est-ce que d'ailleurs, il y a des choses aussi ancrées dans le corps. On sait que le corps mémorise tout dans un trauma, mais on n'en a pas conscience. Donc c'est aussi notre rôle de renvoyer la personne pendant les séances de MDR, de qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez cette émotion, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient dans le corps. Parce que plus on libère le corps pendant des séances de MDR, plus on travaille en profondeur. Oui, effectivement. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément écouter son corps et être toujours dans la psyché et puis à vouloir contrôler. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse aussi avoir cette lecture de l'extérieur et de faire replonger le patient pour sa rémission, tout simplement. Mais oui. Et dans le métier, on n'est pas tous d'accord sur le fait est-ce qu'il y a un état de conscience modifié ou pas pendant les séances de MDR. C'est des grands débats. Moi, je suis plutôt de l'avis que, bien sûr, il y a un état de conscience modifié pendant les séances de MDR, mais qui est tellement léger et puis, en fait, qui n'est pas déclenché volontairement que, finalement, on peut le questionner. Mais c'est pour ça que je parle d'état de conscience modifié, parce que c'est du coup ce qu'on va aussi aborder ensemble aujourd'hui. Oui. Et pendant la séance de MDR, pour moi, c'est vraiment l'inconscient de la personne qui s'exprime. C'est ce que j'explique aux patients, c'est que c'est pas le patient volontairement, à travers son mental, à travers son raisonnement intellectuel, qui va décider de ce qui va ressortir en séance. C'est vraiment notre grande bibliothèque centrale, Exactement. donc inconsciente, qui va nous proposer
nous dire en fait là où est vraiment le trauma, la manière dont il s'est vraiment enregistré, mémorisé, et ça clairement par notre simple pensée intellectuelle, on peut pas le deviner. On s'en fait une représentation, mais souvent on est vraiment à côté de la plaque. Et d'ailleurs en EMDR, les patients sont souvent surpris parce que il y a cette phrase qui revient de bah, c'est un peu bizarre, j'ai pensé à ça, c'est un peu bizarre, je me suis dit ça. Ouais. Et c'est vrai que sur un trauma, on n'imagine pas en fait que c'est la sirène de pompier qui nous a marqué, on imagine que c'est plutôt la vision du corps de l'être aimé qui est là sous nos yeux et qui est décédé. Et finalement, pas toujours. Donc le MDR permet ça. Il permet aux patients de lâcher prise. C'est pour ça que les séances en préparatoire sont vraiment là pour le mettre en confiance et en sécurité. Et en tant que psychologue, on doit contenir ce trauma. On doit être prêt à aller amener le patient là où ça fait le plus mal. Donc il faut contenir, mais c'est des moments merveilleux parce que c'est des moments de libération. Et des fois, en quelques séances, ça peut suffire à apaiser la personne. Mais du coup, pour revenir au état de conscience modifié, un état de conscience modifié, c'est un état qui va être entre l'éveil et le sommeil. Donc, c'est vraiment tous les états qui vont être entre ces deux états qu'on connaît bien et qu'on vit au quotidien. Et donc, au milieu, on a tout un tas de niveaux d'état de conscience modifié. Notre conscience, elle est ni pleinement éveillée, ni pleinement endormie. Et du coup, on va en fait avoir des états de conscience modifiés très clairement dans la journée. Peut-être que même là, pendant que je te parle, bah, je suis avec toi, je suis connectée à toi dans notre échange, mais peut-être qu'il y a une partie de moi qui est un peu ailleurs. Et parce que j'ai envie de transmettre des messages qui me tiennent à cœur aujourd'hui, je suis dans l'échange avec toi, mais peut-être une part de moi qui est un peu ailleurs. Et donc peut-être que quand je te parle, je suis en état de conscience modifié. Et quand je suis venue en voiture tout à l'heure, je suis sûre qu'il y a des moments... On pense à autre chose. Voilà, je pensais à notre moment ce matin. Donc, je sais que j'ai pas été pleinement... ma conscience n'a pas été pleinement sur « Ah, qu'est-ce que je suis en train de voir, de tourner mon volant ?» Ma conscience était aussi ailleurs. Donc, j'étais dans un état de conscience modifié parce que je n'étais pas que pleinement ici, non, là, clairement. maintenant, en train de conduire. Tu as dû conduire un peu en automatique pendant que tu pensais à d'autres choses. Exactement. Ouais. Bon, les études prouvent aujourd'hui que c'est tout à fait OK d'être en état de conscience modifié léger pendant qu'on conduit. Nos réflexes sont même supérieurs, finalement, à quand notre conscience est pleinement là, concentrée à dire « je suis en train de tenir le volant, je suis en train de passer la vitesse », même si moi je suis en automatique. Mais voilà, les études montrent aujourd'hui qu'en fait, on a des meilleurs réflexes en état de conscience modifié. Donc c'est aussi pour ça que tous les préjugés sur l'hypnose, de si je suis hypnotisée, la personne va faire ce qu'elle veut de moi, etc., c'est complètement faux. Ce sont des fausses croyances. Ça a été beaucoup mis en avant par les hypnoses de spectacle, ce qui sont énormément médiatisées. Non, justement, c'est comme s'il y avait une alerte. C'est-à-dire que le psychique se prépare, en état de conscience modifié, donc notamment en séance de MDR, se prépare à aller vivre des choses pas simples. Et donc, c'est comme s'il y avait une autre part de nous qui déclenchait une alerte, une vigilance supplémentaire. Donc, les états de conscience modifiés, voilà, c'est tout ce qu'il y a entre l'éveil et le sommeil. C'est tous les états qui nous permettent d'avoir accès un peu plus à notre profondeur, à notre ombre, comme disait Jung, à notre inconscient, à tout ce qui finalement n'est pas accessible tout de suite, tout ce qui a été mémorisé, mais qui n'est pas accessible dans l'immédiateté. Donc, c'est une grande part de nous que l'on ne contrôle pas, mais à laquelle on peut avoir accès. Et donc, pas que en séance de MDR, parce que là, c'est le psychologue qui amène son patient, pas volontairement l'état de conscience modifié, mais le processus fait que ça se passe comme ça. C'est vraiment en travaillant au trauma que je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire avec l'état de conscience modifié. Bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation, d'hypnose, mais quand moi, je m'y suis intéressée, on n'en parlait pas encore beaucoup. Et est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir des patients pour qui tu n'arrives pas à les faire rentrer dans cet état justement parce que tu utilises l'hypnose, tu utilises quoi comme méthode exactement ? Alors effectivement, l'hypnose, la méditation, même le sport est un outil en fait finalement. Pour moi, ce sont des outils pour rentrer en état de conscience modifié. Donc, j'utilise plusieurs outils, mais en fait, ce qui est important, c'est pas forcément l'outil, c'est par rapport à ce que tu veux travailler avec le patient, qu'est-ce qui est adapté à l'instant T. Mais dans tous les cas, chaque état de conscience modifié, pour moi, est aidant. Pardon, j'ai oublié ta question. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des patients pour qui tu n'arrives pas à les faire rentrer en état de conscience modifié ? Alors, ça m'est arrivé au début. Ouais. Quand j'ai commencé à exercer en individuel et que j'ai voulu amener en fait mes patients en état de conscience modifié, c'est avec certains patients qui, bien sûr, étaient très anxieux, ça ne marchait pas. Et c'est normal. Oui. C'est pas parce que on ne peut pas rentrer en état de conscience modifié parce que tout le monde peut le faire. Ça aussi, c'est une fausse croyance sur le fait que moi, je ne peux pas être hypnotisable, etc. Non, c'est juste le psychique qui se défend et qui dit « je ne veux pas » et c'est complètement OK. Donc oui, au début, c'est arrivé. Et donc, j'ai voulu vraiment trouver des manières pour que ce soit OK pour chaque patient.
Donc en fait, tu dois mettre plus en confiance et créer du lien avec ton patient au début pour pouvoir après aller vers ce type de thérapie finalement. Oui. Et du coup, alors l'astuce que j'ai trouvée, parce que je me rappelle, j'en ai parlé avec un collègue psychologue l'autre jour qui me disait, tu sais, moi le MDR, j'ai presque envie d'arrêter, c'est compliqué, les gens rentrent pas dedans, et le mental est très présent, donc on n'arrive pas à rentrer dans le trauma, ça me fatigue, voilà, je sais plus trop comment faire. Et quand je lui ai dit que là, moi, aujourd'hui, pas au début de mon exercice, mais aujourd'hui, 100% des patients rentraient dans les séances de MDR et rentraient aussi dans des séances d'état de conscience modifié plus classiques, du coup, ça m'a forcé à me questionner. Je me suis dit, comme la question que tu viens de me poser, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, ça fonctionne pour 100% des patients. Et en fait, j'ai vraiment... je prends le temps et je fais un focus avant de commencer la désensibilisation, parce que le MDR, c'est un process, c'est pas que le jour où on fait du mouvement oculaire et qu'on désensibilise. J'ai vraiment mis en place... des stratagèmes, je vais le dire comme ça, il n'y a pas de manipulation, mais des stratagèmes pour que le mental soit sécurisé, soit rassuré. Ce que je viens de t'expliquer très rapidement sur comment fonctionne le MDR, je peux presque prendre une séance entière pour en parler avec le patient. Oui. Et je donne plein d'exemples, et je donne plein de métaphores. Tu vois, le processus de traitement de l'information, je le compare au centre de tri de la poste. Oui. Je vois. Ranger un dossier, c'est, tiens, tu vois, dans un dossier, dans un tiroir. Je fais plein de métaphores, je prends plein d'images. Et cette séance, ou ces séances préparatoires, elles permettent au mental de se dire, ah ok. C'est sécure. C'est sécure, je sais ce qui va se passer, je sais comment ça fonctionne, ma psy elle m'a expliqué. Après, je suis honnête avec mes patients. Aujourd'hui, on connaît très peu le fonctionnement du cerveau. On connaît très peu le fonctionnement de l'EMDR. On a suffisamment d'éléments tangibles et scientifiques pour faire cette thérapie en toute sécurité. Et on connaît les recoins de l'EMDR, mais on ne connaît pas tout en détail, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tout le fonctionnement du cerveau. Donc, naturellement, on est obligé de le dire aussi aux patients. De dire, on connaît les tenants aboutissants, mais il y a plein de choses qui nous surprennent en séance, et aujourd'hui, on ne peut pas encore l'expliquer. Donc, je ne leur mens pas en disant, on sait exactement comment ça va se passer, etc. Non, on a toujours des surprises, et même on est surpris, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais comment une séance va se passer. On pense qu'on va aller là, et en fait, ça nous amène ailleurs. En fait, pas du tout. Voilà, et c'est là que l'humain et le fonctionnement de l'humain et le cerveau est fantastique. Mais... voilà, en prenant le temps, en ne négligeant pas cette partie, en leur demandant de poser toutes les questions possibles. Moi, je leur propose de me faire des textos aussi, avant les séances, entre les séances, même si c'est le week-end. Alors, pas tous les patients, mais dans le processus EMDR. Et finalement, je me suis rendu compte que plus je prenais le temps, plus je mettais un peu d'humour, plus je détendais l'atmosphère, plus les personnes arrivaient à la première séance et c'était OK. Ouais. Forcément. Donc, le lien s'est créé, la confiance est là, et donc ils sont plus à l'aise. Ils te font le mental, confiance. l'intellect a tout compris, entre guillemets. On sait ce qui va se passer, à peu près. Oui. Ils sont prévenus de tout ce qui peut se passer. Et ça fonctionne super bien. Je pense que voilà, c'est prendre le temps d'expliquer aux patients pour que son mental, son intellect soit pour les anxieux, rassuré. pour qu'ils soient rassurés. D'accord. Pour les anxieux, et je dirais même... alors les personnes anxieuses, c'est plus, voilà, ça demande un peu plus de temps, mais même pas que les personnes anxieuses. Je crois que le plus difficile, c'est les personnes dissociées. Oui. Et Dieu sait que dans des sujets traumatiques, on trouve des personnes dissociées. Donc la dissociation, c'est quoi ? Je vais faire très court, je ne vais pas rentrer, parce que j'ai des psychologues qui m'entendent, ils vont me dire, ouais, elle a quand même défini la dissociation de manière extrêmement rapide. En fait, un processus de dissociation, c'est un mécanisme qui se met en place quand on vit quelque chose qui nous impacte. Et on peut même avoir des processus dissociatifs très légers au quotidien, sans que ce soit un trauma. En fait, on va un peu se décorréler, on va un peu se dissocier, se couper un peu de nos émotions, on va se mettre un peu en pilote automatique. Pour se protéger. Pour se protéger. Exactement. Et donc, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de dissociation. Et quand on est dissocié de manière légère, ça pose pas trop de problématiques. Par contre, quand on a eu un événement traumatisant, là, le processus dissociatif peut être plus grand. Et donc, quand on demande à la personne en EMDR de se confronter à ses émotions, à ses ressentis corporels, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, c'est complètement coupé. Donc, j'ai envie de dire que les accompagnements les plus difficile au début pour faire rentrer la personne dans le processus EMDR, c'est les personnes qui sont dissociées, qui sont fortement dissociées, parce que très vite, ils vont culpabiliser de dire « je ressens pas alors que je devrais ressentir, j'ai pas d'émotion, j'ai rien dans le corps, j'ai que quelques bribes de souvenirs ». Et en fait, c'est OK, et c'est normal. Complètement OK. C'est complètement OK. Et donc, quand tu dis aux patients, en fait, c'est OK de pas ressentir, c'est OK de pas avoir d'émotion tout de suite. Et au début, on va pas forcément rentrer dans le trauma, mais en fait, on va réduire le processus dissociatif, on va vous rapprocher progressivement de vos émotions, mais au rythme que votre psychique va bien vouloir, au rythme qui est acceptable pour votre psychique. Et en fait,
Tu vois, ils lâchent, ils disent ah ok, j'ai pas un objectif à atteindre, j'ai pas un résultat à avoir, j'ai juste à me laisser porter dans la séance, à accueillir ce qui vient, ce que mon inconscient a envie de me donner, Mhm. et j'ai rien à atteindre. Et en fait, quand tu lâches prise comme ça, bah, c'est là où tu rentres dans le process, et en fait, c'est là où on C'est travaille bien. génial. Voilà. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué parce qu'on est actuellement dans une société où on nous demande tellement d'être compétitif, d'être dans vraiment l'atteinte de ses objectifs, qu'on se met une pression incroyable et que même pour ces gens, ils doivent se dire mais c'est pas normal que j'arrive pas à exprimer mes sentiments, à exprimer mes émotions, etc. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que les états de conscience modifiés m'intéressent, parce que tu vois, moi j'utilise plus donc des états de conscience modifiés légers, type méditatif. Je vais moins sur de l'hypnose profonde, parce que j'ai envie que le patient vive le processus tellement fort qu'il ait l'impression d'avoir été 100% acteur. Et pas trop guidé par moi. Donc, en dehors des séances de MDR, je fais aussi des accompagnements en état de conscience modifié un peu plus classiques. C'est un peu des petits voyages intérieurs. C'est une petite méditation, mais où on va aller travailler une thématique particulière. Et là, c'est clairement incroyable de voir aussi ce qui se passe. Et bah, bien sûr, ça se fait avec un patient qui a déjà un petit peu confiance, qui est déjà prêt à travailler, mais... pareil, il faut l'amener de manière un peu douce. Pareil, on n'a pas d'objectif, on va juste faire un voyage intérieur. En fait, on nous a tous appris, quand on ne se sentait pas bien ou qu'on avait un état émotionnel dérangeant, d'aller chercher vers l'extérieur. Ces stratégies vers l'extérieur, c'est, bah tiens, je vais aller faire du sport. Ouais. Je vais me distraire, en fait. Je vais me distraire, mais je cherche vers l'extérieur. Je tourne le regard vers l'extérieur. Je vais manger quelque chose, je vais aller voir des amis, je vais aller m'occuper l'esprit. Et il y a des choses qui sont très bénéfiques, le sport, la lecture, tout ça. Par contre, on ne nous a pas appris à aller à l'intérieur. Donc, il y a une partie de nous qui s'est dit, oulala, si on va toujours chercher à l'extérieur quand on a un état émotionnel dérangeant, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est insécure. Alors que pas du tout. Il faut juste apprendre à gérer. Et en fait, il faut le tester. Il faut le tester une première fois. Et moi, souvent, les premières séances en état de conscience modifié, type méditatif léger, je dis aux patients, on va juste aller... il y a un petit accent. On va juste aller... voir si vous pouvez ressentir à quel moment vous lâchez un peu prise, à quel moment le mental revient sur le devant de la scène, un peu comme dans Vice Versa, encore une fois, pour dire, oulala, t'es sûr qu'on y va? Là, on préférait pas plutôt parler de ci et parler de ça, plutôt qu'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. Donc, la première séance, souvent, c'est, ok, je commence à lâcher prise, ça fait un moment qu'il y a un peu de musique, ma psy me guide tranquillement, et puis, ah ouais, je commence à avoir une info qui vient. En fait, on sait que c'est une information inconsciente parce qu'elle nous surprend. On n'a pas été la chercher. Ah, Elle est tiens, venue je pense d'elle-même. à ça. Oh, tiens, j'ai telle image qui vient. Oh, tiens, je sens telle chose dans mon ventre ou dans mon corps. Et ça, c'est génial parce que là, c'est notre part intuitive, c'est notre part inconsciente, notre part émotionnelle, notre corps qui commence à nous parler. Et là, c'est un trésor. Ce sont des richesses d'informations qu'on n'explore pas assez. Mais la première séance, c'est vraiment, ah, je commence à avoir des infos et d'un coup... ah bah tiens, je commence à penser à ce que j'ai fait ce matin, etc. Et donc, je veux juste que les patients, ils perçoivent ça, ils le ressentent à l'intérieur, quand le mental, hop, revient et reprend un petit peu le dessus, parce qu'il ne sait pas trop où on va, il ne sait pas trop quel voyage on va faire. Et une fois que tu as senti ça, une fois que tu as réussi à le percevoir, et ben après, on peut passer aux étapes supérieures. Et donc là, on rentre dans un voyage aux profondeurs, et moi, celui que je préfère, bah, c'est l'enfant intérieur. D'accord, ça c'est un sujet qui petite fille, notre petit garçon intérieur. Ouais. C'est bouleversant. Oui. J'ai pas un seul patient, qui ne pleure pas. même des hommes avec un ego assez fort. Ouais. J'ai pas un seul patient qui s'est pas effondré. Et c'est pas que la libération qu'on va faire à ce moment-là. Ce qui est important, c'est encore une fois, c'est que le patient le vive. C'est que le patient se rende compte que même s'il a des émotions fortes pendant ce voyage intérieur, ben en fait, c'est pas insécure. Alors oui, si vous avez quelqu'un, si tu as quelqu'un qui est très, très, très anxieux ou qui est dans une phase de vie très difficile, très traumatique ou autre, bah, tu vas pas forcément l'emmener sur des petits temps, mais tu vas pas forcément aller loin. Tu lui apportes juste peut-être des temps de calme pour retrouver de la sécurité. Et puis encore une fois, certains peuvent le faire accompagner ou en étant seul. Mais quand on est déjà très insécure en soi, c'est des choses qu'on peut pas faire du jour au lendemain. Exactement, ça se fait progressivement. Mais par contre, c'est accessible à tous les êtres humains. Oui. C'est pas accessible qu'à des personnes qui seraient connectées ou qui seraient formées en hypnose, absolument pas. En fait, on est tous faits sous le même modèle, même si on est tous uniques. Et ce qui est intéressant, c'est, oui, ce travail d'enfant intérieur, c'est fabuleux, mais je te disais, c'est pas simplement que ce qu'on vit en séance, c'est le fait que vu que le patient le vit, se rend compte qu'en fait, il peut aller percevoir des choses à l'intérieur de lui qu'il ne soupçonnait pas, et qu'en plus, ça peut se faire beaucoup plus... d'une manière beaucoup plus sécuritaire, d'une manière beaucoup plus sécure que ce qu'il ne le pensait.
Et en fait, c'est une découverte, quoi. Tu vois, tu arrives dans un monde, tu passes une porte, tu dis waouh, c'est quoi ici? Ce qui est génial, c'est que c'est son propre monde en plus qu'on Exactement. redécouvre. Exactement. Ouais. Donc c'est fabuleux. Et moi, je travaille de plus en plus comme ça parce que, bien sûr, la verbalisation dans notre métier, c'est le cœur, c'est nécessaire. Euh, mais en fait, quand tu vis un voyage comme ça, t'as pas eu besoin de dire grand-chose. Le patient n'a pas eu besoin de dire grand-chose non plus. Il a vécu son voyage, il se connecte à lui. Et moi, je suis plutôt une pro-Jung, donc c'est ce que Jung disait, c'est qu'en fait, le processus d'individuation, c'est d'aller en soi, c'est d'aller accepter, d'aller connecter son ombre, d'aller découvrir qui l'on est, indépendamment de tous les personas qu'on veut jouer, indépendamment de tous les masques que l'on met, de nos faux selves, de tout ce que tu veux. Et, et c'est un travail très courageux. Ça demande beaucoup de courage. Il y a encore ce préjugé dans la société que les psychologues, aller voir un psychologue, c'est pour les faibles. Moi, ça me rend dingue. Non, ça demande beaucoup, beaucoup de courage d'aller faire une thérapie. Ça demande du courage d'aller juste faire de l'introspection. Ça demande du courage de ne pas chercher systématiquement faire une stratégie extérieure, mais d'aller tourner le regard vers soi. Et en fait, moi, je pense que c'est ce qui m'anime dans ma vie. En fait, c'est d'accompagner les gens, pas pour simplement les accompagner pour le faire, mais c'est juste leur montrer que c'est possible. Oui, c'est vrai qu'on devrait presque avoir des cours, en fait, d'apprendre à se connaître déjà, mais dès le plus jeune âge, apprendre à s'écouter et puis juste s'intéresser à comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on est fait. Et c'est vrai que c'est une thématique et puis qui ça malheureusement... aide, et puis ça aide aussi pour nos relations. Oui, exactement. Quand tu conscientises que toi, en fait, tu es dans un faux self, tu es dans des mécanismes, tu es dans ton ego, tu es dans une protection parce que tu as très peur de te montrer tel que tu es et que vraiment, tu le conscientises pleinement, tu te rends compte que c'est comme ça chez toi, en fait, tu acceptes mieux quand une personne en face de toi, je sais pas moi, te rembarre, est froide avec toi. En fait, tu dis, ah ok, j'ai piqué quelque chose chez l'autre personne, mais j'en suis peut-être pas responsable. Peut-être que ça sert à rien que moi aussi, je relance la machine en face. C'est peut-être juste que si je prenais juste le temps de voir pourquoi j'ai piqué la personne, ça n'empêche pas qu'on doit aussi poser nos limites, et se respecter et pas accepter tout de tout le monde. Mais ça peut tellement améliorer tes relations. Quand tu fais ce travail-là pour toi, t'améliores naturellement la qualité de tes relations, ta relation à l'autre, et c'est précieux pour toutes ces raisons-là, quoi. Oui, surtout à l'ère où maintenant le digital a pris le dessus et on a des moyens de communication incroyables et pourtant on communique de plus en plus mal les uns avec les autres et surtout avec soi-même, comme tu le disais. Avant, tu parlais donc de l'état de conscience modifié. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'état de conscience élargi ? Oui, avec plaisir. Donc l'état de conscience modifié, je l'ai défini tout de suite. On est en état de conscience modifié toute la journée et on peut avoir des états de conscience modifiés plus ou moins forts selon ce qu'on vit et comment on est accompagné. L'état de conscience élargi, moi, la manière dont je me le représente, je pense que tu as compris depuis tout à l'heure quand on parle, je ne ressors pas des théories classiques avec des mots, c'est pas comme ça que je le fais. Moi, j'illustre beaucoup dans la manière dont moi je ressens les choses. Je suis très kinesthésique, donc c'est ma manière de retranscrire. Pour moi, l'état de conscience élargi, c'est finalement aller encore plus loin dans l'exploration de notre conscience. C'est pas juste aller dans des ressentis, c'est pas juste aller dans ce que notre inconscient veut bien nous donner à l'instant T pour travailler un état de conscience modifié. Pour moi, l'état de conscience élargi, ça va vraiment au-delà. Je te donne un exemple. En état de conscience élargi, si je suis en petit état de conscience modifié, même léger, l'état de conscience élargi va faire que je vais peut-être capter des choses de manière télépathique ou pas, on ne sait pas, on n'a pas toutes les preuves scientifiques aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail. Mais dans l'état de conscience élargi, je vais capter des choses beaucoup plus grandes que moi. Je vais capter des choses dans mon environnement, je vais capter des choses qui ne m'appartiennent pas forcément, je vais capter des choses en lien avec toi, je vais capter peut-être des choses aussi beaucoup plus subtiles avec l'univers, comme on dit. Et en fait, pour moi, l'état de conscience élargi, c'est un état de conscience modifié, mais qui est plus grand, plus profond, plus grand et qui nous fait avoir accès à des informations qui sont plus grandes que nous. Donc on peut parler un peu de spiritualité finalement. On peut en parler. Aujourd'hui, c'est pas facile parce que dans l'exploration de la conscience au niveau scientifique, il y a vraiment deux courants. Il y a le courant matérialiste de notre conscience est créée par notre cerveau et c'est tout. Et il y a l'autre courant post-matérialiste qui dit non, en fait, notre conscience, elle est beaucoup plus grande que nous et elle traverse juste notre cerveau. C'est-à-dire que c'est comme si notre cerveau était un poste de radio.
Et effectivement, le poste de radio, on sait bien que c'est pas lui qui crée l'émission. Les gens qui vont nous regarder là aujourd'hui, c'est pas la télé ou l'ordi qui a créé ça. Donc en fait, le courant post-matérialiste, c'est de dire que notre conscience, elle est beaucoup plus grande que nous, et notre cerveau, il est juste un capteur en fait. Notre conscience est traversée par le cerveau, mais notre cerveau n'est que un récepteur. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant concernant ton profil, parce qu'on voit donc sur ton site internet, donc Au cœur de l'invisible, c'est ça. Donc déjà, rien que le titre, il interpelle. Et on se dit, bon, donc tu as un parcours de psychologue, mais tu t'intéresses quand même effectivement à l'aspect spirituel. Oui, exactement. Et c'est pour ça que le mot spirituel, je l'ai beaucoup dit au début et je le dis un peu moins, même si je le dis encore. Parce que spirituel, ça peut très vite faire penser à tout ce qui est religieux. Et puis finalement, spirituel, on peut mettre tout et rien derrière. Pour moi, dans mon propre parcours, il y a une forme de spiritualité, il y a une forme de reliance à quelque chose, à l'univers, dans mes croyances. Mais dans l'état de conscience élargi, les études commencent à montrer tout doucement. Alors, l'état de conscience élargi, tu peux en avoir un, effectivement, l'état de conscience modifié, voilà, si du coup il y a des autres informations qui te parviennent. C'est le cas quand moi je fais des guidances pour des personnes que j'accompagne. Je suis en état de conscience modifié, mais mon état de conscience il est élargi, c'est-à-dire que je capte des choses qui font partie de la conscience de la personne. D'accord. Et qui font partie d'ailleurs. Donc effectivement, on pourrait dire que c'est que de la spiritualité. Mais il y a de plus en plus aujourd'hui de psychologues, de psychiatres, en France comme en Suisse. Alors encore plus en Suisse qu'en France. C'est aussi pour ça que je me suis beaucoup formée ces dernières années en Suisse, parce que j'ai trouvé des professionnels extrêmement sérieux, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres qui ont la même ouverture que moi et qui pensent que de fermer la porte parce qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore de preuves scientifiques, en fait, c'est bête. Oui. Voilà, je vais te dire comme ça, c'est bête. On peut le faire, en fait. On peut aller explorer notre conscience et la spiritualité en étant sérieux. C'est donc d'avoir de la curiosité et puis de laisser la porte ouverte au possible, finalement. Exactement, laisser la porte ouverte au possible. On connaît tellement peu, je disais tout à l'heure, le fonctionnement de notre cerveau et de notre conscience, que pourquoi commencer à fermer les portes en disant « Ah non, c'est tout à la spiritualité, à la religion ?» Et si finalement, c'était beaucoup plus que ça. Donc moi, je n'ai pas vocation à venir passer un message de il faut être spirituel, il faut être religieux, etc. C'est pas du tout ça. Moi, c'est juste d'amener les gens à se connecter à eux, et s'ils ont envie, en plus, d'aller développer leur perception intuitive, leur perception subtile, et donc, bien sûr, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans quelque chose d'un peu plus grand. Alors, il y a des thérapies qui ne sont pas encore totalement légalisées dans tous les pays, mais qui s'appellent les psychédéliques. Là, c'est les personnes qui prennent des substances, pareil, dans un cadre thérapeutique. Alors, ça se fait dans des cadres non thérapeutiques, non accompagnés, mais moi, je ne fais pas ce genre d'accompagnement, mais j'ai des amis qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, ça se fait dans certains pays. Mais ça se fait ici aussi à Genève. Voilà, et notamment en Suisse, où c'est des substances, plantes ou autres, des substances en microdose, exactement, qui sont ingérées par la personne. Et donc, là, effectivement, il y a des facultés qui s'ouvrent. Donc, c'est un état de conscience élargi. Moi, l'état de conscience élargi que je vis et que je propose aux personnes qui veulent s'ouvrir, c'est tout à fait sans substance. Ouais. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast qui est sorti, là, mon premier épisode de la saison 3, avec Annella Lebic, qui raconte qu'elle, c'est en prenant des psychédéliques, en prenant des plantes, qu'elle a reçu un message dans cette ouverture, dans ce moment d'ouverture. Le message qu'elle a eu, c'est qu'en fait, elle n'avait pas besoin de plantes, que tout était là à disposition. Il n'y avait pas besoin de substances pour que le cerveau nous donne accès à ça. À tout ça. Voilà. C'est juste donc de s'écouter finalement un peu plus et d'aller travailler ça, finalement, sa sensibilité par rapport à ses propres perceptions. Voilà. Donc moi, je n'ai pas un message de vocation à dire « ça existe, venez voir ». Non, j'ai envie de dire « explorez ça en vous ». Pour que ça vous serve, pour que ça vous serve pour votre bien-être, pour que ça vous serve pour votre introspection, pour vous connaître, pour prendre le bon chemin de vie, faire des choses qui sont réellement en accord avec vous et peut-être un petit peu moins avec un souhait de reconnaissance. J'ai envie de prouver quand j'ai été rejetée dans mon enfance, abandonnée, quand j'ai été humiliée, tiens, j'ai envie de prouver que je réussis. Et en fait, ça peut être un moteur, mais des fois, on peut aussi se perdre en chemin. On va passer des années à mettre des projets en place professionnels ou personnels pour prouver que, et quand on n'arrive jamais à s'en satisfaire, on n'arrive jamais à s'en réjouir, on n'a pas de joie dans notre quotidien. Donc c'est aussi pour dire, prenez le temps de rentrer à l'intérieur de vous, d'apprendre à vous connaître et juste d'accueillir ce qui vient. Si c'est là, et si vous le percevez, on n'est pas là pour dire que tout est vrai, mais si vous le percevez et que c'est aidant, il est où le problème ?
Il est où le problème? Et encore une fois, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de... en fait, ça nous traverse et ça traverse chaque être humain. Et c'est normal. Voilà, donc moi je suis plus du courant. Effectivement, tu as compris du coup post-matérialiste. Oui. C'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Ok. J'étais vraiment très matérialiste. Il y a le cerveau, il y a la conscience, c'est rationnel, c'est comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené justement à être un peu plus ouverte par rapport à ça? C'est des Un événement expériences personnelles que j'ai vécues. Forcément. Quand j'ai vécu moi des choses en termes d'ouverture. Oui. Effectivement, l'état de conscience élargi, quand j'ai vu que je percevais des choses, c'est arrivé aussi avec des patients. J'ai refusé ça pendant des années. J'étais en séance avec des patients et j'avais des intuitions qui venaient, mais qui sortaient de nulle part, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait déjà abordé. Et pour en parler avec beaucoup de psychologues, psychiatres, médecins aussi généralistes, ostéos, tout ce que tu veux, en fait, en off, ils sont très, très nombreux à me dire moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, des fois, j'ai posé des questions à mes patients, que ce soit un médecin ou autre. J'ai déjà posé des questions à mes patients alors que ça venait de nulle part. Mais des fois, j'ai des intuitions plus fortes et je les refuse. Moi, je les ai refusées pendant très très longtemps en me disant que ça n'avait rien à faire dans mon cadre thérapeutique. Ouais, donc on essaie quand même de mettre quelque chose vraiment de contrôle et de se dire je dois rester dans mon cadre d'apprentissage, de formatage finalement un peu de psychologue et puis de ne pas s'écouter. Donc, Et oui, et c'est pour ça je pense que moi j'ai aussi à cœur, et c'est des projets que j'ai pour un peu plus tard, mais j'ai aussi à cœur d'aller accompagner en fait. Des personnes du domaine médical et paramédical pour leur dire si ces intuitions vous parviennent, l'objectif c'est pas de prendre ça pour vrai à chaque fois, c'est pas de s'en servir à chaque fois, mais est-ce qu'on peut pas imaginer 2 secondes que ça peut être une mine d'or, même si aujourd'hui on comprend pas pleinement d'où ça vient, comment ça fonctionne, même si on n'a pas toutes les preuves tangibles, est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes que parfois ces intuitions peuvent sauver un patient, peuvent nous aider à mieux le comprendre, et si parfois on décidait de suivre ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'on oublie notre casquette de psychologue, qu'on oublie notre casquette de médecin. Donc moi, je suis pour ce chemin-là, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. On peut avoir un cadre sérieux, un cadre thérapeutique qui est, qui est très, très, très sérieux, très professionnel. Mais combien de fois, maintenant que j'accepte, j'ai refusé pendant longtemps, mais maintenant que j'accepte ces intuitions en séance, combien de fois ça m'est arrivé, là, même encore dernièrement, de poser une question à un patient, mais qui n'a rien à voir, qui sort de nulle part. Et ça surprend pas? Ça surprend pas le patient, justement? Ouais. Ça surprend. Mais comment tu leur expliques, du coup comment tu justifies un petit peu Certains sont surpris, mais vu que ça déclenche une émotion, quelque chose de fort... Ils sont plus surpris parce que leur réaction... Ils sont surpris, mais ils ne me posent pas de questions à moi. Et ceux qui me posent des questions... c'est souvent des personnes qui se posent des questions aussi. Donc c'est riche finalement, ça amène un échange intéressant de toute manière. Et moi je leur réponds très honnêtement, je leur dis écoutez, ils savent, en même temps ils voient mon Instagram, ils voient mon podcast. La plupart des gens qui viennent me consulter savent que je suis une psychologue un petit peu atypique et que, encore une fois, ça n'empêche pas mon cadre sérieux et ma casquette de psy, mais parfois il y a des choses qui se passent en séance. Et ils savent que je suis à l'écoute de mes perceptions intuitives. Et donc ça m'arrive de leur dire écoutez, je vais vous poser une question, ça va être un peu bizarre, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais elle me vient, ça me semble être important de vous la poser. Et quand je la pose et que ça déclenche une émotion très forte, mais comme ça, chez le patient, on est en train de toucher quelque chose. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé de se demander d'où ça vient ? Pourquoi ? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? Si en fait, c'est en train de nous aider dans la thérapie. Non, c'est clair, si c'est pertinent. Tu vois ? Autant et l'utiliser. Puis après, on n'en reparle pas. On déroule sur le point qu'on est en train de toucher et qui a déclenché une émotion, qui a redéclenché un trauma, qui nous a permis d'aller exactement là où il y avait besoin. Voilà. Mais des fois, c'est très, très, très surprenant. Des fois, ça peut être des choses... un peu plus... Est-ce que tu as une anecdote, par exemple, sans forcément, évidemment, donner de nom à un patient, mais imaginons, Madame X, elle a vécu quelque chose, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, je vais rester très vague, mais avec une patiente qui me parlait d'un sujet lambda, entre guillemets, voilà, elle m'expliquait un sujet qu'on était en train de travailler, et moi, j'ai une intuition qui vient sur une personne décédée, mais dont elle ne m'a pas parlé. D'accord. Et je vois une sorte d'image, en fait, d'elle petite avec cette personne. Mais je ne sais pas qui c'est. Et je ne sais plus comment je lui pose la question, mais je lui demande, est-ce que je la préviens, je lui dis, bon, la question que je vais vous poser va vous paraître très bizarre, mais est-ce que ça vous dit quelque chose, une personne, alors je décris à peu près la personne, et une scène où vous êtes, je sais pas, voilà, je crois que c'était au bord de l'eau, etc. Et là, elle s'effondre. Oh, ouais. Elle s'effondre et elle me dit, bah oui, c'est un des derniers souvenirs que j'ai eu avec ma grand-mère. Et je lui dis, mais votre grand-mère, on n'en a pas encore parlé dans la thérapie. Et elle s'effondre et elle me dit, non, mais j'ai pas fait le deuil.
Et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que quand on a cheminé sur votre parcours de vie, le deuil, le décès de votre grand-mère n'a pas été abordé? Et elle n'arrivait plus à parler. Elle me dit, je ne peux pas, je pouvais pas l'évoquer. On est donc de nouveau sur de l'évitement et un système défensif finalement inconscient Exactement. pour la protéger tout simplement. Exactement. Donc bien sûr que dans ma tête, je me suis posé 1000 fois la question de est-ce que je lui pose la question ou pas? Est-ce qu'elle est prête à aborder ça ou pas? Est-ce que ce que je vois est une propre création de mon psychique et qui n'a rien à voir avec son vécu? Bien sûr que je me pose toutes ces questions. Je ne les pose pas du tac au tac. Je prends énormément de pincettes. Mais cette image, elle la connaissait, cette personne, voilà, et ça faisait partie d'un deuil. Ça faisait sens. Et donc, je lui ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va sur ce deuil ou on attend? Et elle m'a dit, non, vous avez raison, on y va. Si j'avais pas eu cette image, cette intuition, vous en auriez peut-être jamais parlé. Dans 6 mois ou dans 1 an. Alors voilà, moi, j'ai cette croyance, même si encore je prends encore beaucoup de délicatesse, moi, j'ai cette croyance que si cette intuition, cette scène me vient, si elle m'est parcourue, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, et c'est que potentiellement, je peux poser la question aux patients. Je le fais pas avec certains, j'attends 2-3 séances pour voir, mais c'est précieux. C'est précieux, et je me dis, quand je te dis tous les professionnels de santé qui en off me disent, bah moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, en tant que, je sais pas, moi en tant que médecin. Cette personne vient pour un mal de gorge et en fait, il n'y a pas d'indicateur comme ça de problématique de poids et j'ai un flash de, je sais pas, boulimie ou problème de poids ou problème de nourriture. Et comment je le pose à mon patient, quoi. Et sauf que j'ai une collègue qui un jour a posé la question. S'est dit, tant pis, là, ça peut être trop grave si je ne pose pas la question. Elle a posé la question, mais son intuition était bonne. Ouais, incroyable. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause son cadre sérieux de médecin, ça ne remet pas en cause mon cadre sérieux de psy. Oui. On est des êtres humains, on reçoit des intuitions. Voilà. Est-ce que c'est moi qui a une intuition? Est-ce que c'est en étant connecté à mon patient au niveau télépathique, je capte quelque chose dans sa conscience? Je ne pourrais pas te le dire, j'ai pas de preuves scientifiques, je ne peux pas te le dire, c'est impossible. Pour l'instant. Peut-être un jour, on ne sait pas. Jour. Et voilà. Et donc, je suis venue vraiment beaucoup me former en Suisse parce que en Suisse, il y a une plus grande ouverture, c'est ce sujet. Et donc, je me suis formée notamment une thérapie qui s'appelle la thérapie Siam. J'en dis quelques mots parce que ça me tient à cœur. Oui, et en plus, parce qu'on est à Genève aujourd'hui. La thérapie Siam, c'est une thérapie qui est basée justement sur le MDR. Mais en fait, on pousse le MDR à son paroxysme. La thérapie Siam, elle concerne que les deuils. D'accord. On focus vraiment sur les deuils. Quand même souvent les deuils plus ou moins complexes. Oui. Encore une fois, complexe, c'est pas qu'une question de gravité, c'est la manière dont la personne est dans son processus de deuil. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast où j'ai interviewé mes 2 formatrices sur la thérapie Siam, donc vous pouvez le retrouver. C'est un épisode passionnant où elles nous expliquent comment elles ont connu la thérapie Siam et comment elles travaillent aussi avec leurs patients. C'est 2 formatrices extraordinaires, donc qui sont suisses. Ok. Et donc, la thérapie Siam, voilà, c'est mine de rien basé sur le MDR, mais l'état de conscience modifié du patient est un petit peu plus profond. Oui. Et ça peut arriver dans cet état de conscience modifié un peu plus profond qu'il y ait ce qu'on appelle un contact défunt qui arrive. D'accord. Alors là, encore une fois, je vais prendre le temps d'en parler 2 secondes. Un contact défunt, ça peut être soit un réel contact défunt si tu as cette croyance. Mais pour d'autres patients, ça ne sera pas un contact défunt, ça sera quelque chose qui ressemble à un contact défunt, mais un peu comme un rêve éveillé, tu vois, un peu comme si le psychique avait créé un rêve, mais en étant du coup en séance avec nous. Et nous, peu importe en fait, que ce soit un rêve éveillé, que ce soit une création du psychique, que ce soit un vrai contact défunt, on n'est pas là pour dire si c'est l'un ou si c'est l'autre, ça nous importe peu. Par contre, on sait juste que cette thérapie, avec ou sans contact défunt, mais encore un peu plus avec un contact défunt, est très aidante et très libératrice dans le processus de deuil. Donc c'est aussi pour ça que je m'y suis formée. Et là, pour le coup, le patient est en état de conscience modifié, un tout petit peu plus profond. Okay. Mais vu que c'est lui, pareil, qui vit les choses pendant toute la séance, nous, on n'induit rien. Oui, donc il a vraiment finalement main mise sur ce qui se passe. Et puis, ça doit quand même être rassurant, mais... Le deuil, c'est vraiment, je pense, un des traumas qui est quand même le plus difficile à appréhender. Comment tu gères ça, toi? Comment tu gardes la distance avec ce genre de moments qui doivent être quand même hyper forts? C'est des moments hyper forts. C'est ce que je reproche un peu à nos formations en psycho. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais en France, on est très bien formé au niveau de la théorie, mais on n'est pas très bien formé au niveau de la pratique. Bien sûr, quand on commence en libéral, personne ne nous a appris à comment être dans le bon positionnement. Pour moi, ce qui est fondamental et ce que l'expérience m'a appris, que je n'étais pas vraiment au début de mon exercice professionnel, c'est que pour moi, un bon psychologue, il a le bon positionnement pour travailler en trauma notamment. Il a le bon positionnement s'il comprend
qu'en fait, être empathique ne veut pas dire être une éponge. Non, clairement. On a besoin d'empathie pour nos patients, mais nos patients, ils viennent parce qu'ils ont besoin, comme je disais tout à l'heure, qu'on puisse contenir le pire de ce qu'ils ont vécu, le pire de ce qu'ils ont ressenti, le pire des états dans lesquels ils peuvent être en face de nous. Et en fait, notre job, c'est ça, c'est de contenir. Donc oui, quand je suis, moi, en séance avec des patients sur des gros traumas, je peux le dire, je pense qu'il y a une petite dissociation chez moi. Il y a une petite dissociation émotionnelle, Mais qui est mais qui est nécessaire. complètement nécessaire. Ah oui. Qui n'est pas gravissime du tout et qui se re-switch après, mais qui est nécessaire. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'être pleinement dans mon positionnement professionnel. Je ne peux pas être dans le partage de l'affect. Si tu es dans le partage de l'affect, du coup, tu es un copain, tu es une copine, tu es une copine, tu es tout ce que tu veux, mais tu pleures pas avec le patient et voilà. Voilà. Alors bon, moi, j'ai des collègues qui pleurent avec leurs patients sur des traumas. C'est OK. C'est normal en même temps. Voilà, c'est normal, c'est eux dans leur cadre, voilà. Moi, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois. Parce que la plupart du temps, je sais que tenir mon positionnement, c'est ce qui va faire que mon patient va lâcher. C'est ce qui va faire qu'il va lâcher le pire qu'il a en lui. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il lâche le pire pour qu'il soit libéré du pire. Donc, voilà, dans mon positionnement, c'est une évidence, en fait, d'être un petit peu dissociée. Et encore une fois, je dis bien un petit peu, ça ne veut pas dire que je ne suis pas empathique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pleinement avec le patient, mais je suis un positionnement qui est nécessaire. Un recul qui est nécessaire. Et c'est souvent la question qu'on me pose, mais qu'on fait pour pas craquer quand vous entendez des... Bah oui, quand on a des patients face à un viol, un inceste, oui, acte terroriste aussi, qui a été le cas du coup quand je travaillais sur Paris. Encore une fois, tu vois, là, on va avoir de la gravité, mais finalement, ça peut être aussi douloureux pour quelqu'un de vivre une rupture ou d'avoir même perdu un animal. Tu vois, je dis ça, il y a des patients qui sont dans un deuil trauma, également. mais dans un deuil immense d'avoir perdu leur animal de compagnie qu'ils ont eu depuis toute leur vie. C'était leur meilleur ami, c'est tout ce que tu veux. Et il y a des gens, quand j'en parle, ils rigolent. Ah bah oui, on peut rigoler, effectivement. Mais en fait, si pour la personne, psychiquement, c'est le deuil de sa vie, bah c'est le deuil de sa vie. Et nous, on n'est pas là pour dire, oui, enfin bon, comparé à quand même un viol ou un inceste. Bah non. Oui, on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes. Et des points tous les sujets sont importants. Clairement. Et pour moi, notre rôle, c'est d'être dans... Voilà, je contiens. Que le patient, il se dise, je peux m'écrouler devant Madame Savidan, il n'y a pas de souci, elle tient, elle me contient. Et c'est ça qui est important. Et est-ce que Madame Savidan, elle a un psychologue aussi avec qui elle peut échanger et avec lequel elle est soutenue? Oui. Alors, j'en ai eu une pendant des années. Ouais. Pendant des années, du coup, c'est souvent recommandé. Du coup, j'avais effectivement une psychologue et du coup une superviseuse sur 2 temps différents. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, c'est des personnes qui n'ont pas la casquette de psychologue qui m'accompagne. D'accord. J'ai plus de suivi classique en thérapie parce que le travail que j'ai fait pour l'instant était suffisant. Bien sûr que dans le futur, il est fort probable que j'en reprenne un parce que c'est ce qui nous fait garder les pieds sur terre, être ancré. Et du coup, voilà, je pense qu'un bon psychologue, c'est un psychologue qui doute. J'ai encore une amie l'autre jour qui est dans le domaine médical et qui m'a dit non, mais j'arrête pas de douter. Je lui ai dit, faut pas que le doute empêche de travailler, mais le doute est extrêmement nécessaire dans nos métiers. Le jour où on dit, ah non, mais moi je sais. Oui, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que tout ce que je te dis, ce sont mes croyances, ce sont mes vérités du moment, mais je n'ai pas de vérité préellement à dire c'est ça qu'il faut croire ou ça. C'est pas du tout ça, absolument pas. Je pense qu'un psychologue qui doute est un bon psychologue. Aujourd'hui, je suis accompagnée en fait plutôt en formation pour développer toutes ces perceptions intuitives. Pour en savoir un peu plus, pour avoir un cadre encore plus sérieux et moi, libérer aussi beaucoup de choses pour ne pas être polluée par mes propres perceptions intuitives quand je suis avec des personnes dans des accompagnements. Donc aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, mais je ne remets pas du tout en cause le cadre thérapeutique classique, pas du tout. Non, puis même le cadre thérapeutique classique, la psychologie est donc quand même une science, donc c'est toujours aussi, on remet en doute, il faut toujours qu'il y ait des preuves, et à preuve du contraire, s'il n'y a pas, on va toujours questionner et envisager que les choses sont toujours possibles, quand bien même on n'a pas encore trouvé l'ultime preuve. Donc c'est intéressant. Du coup, tu parlais de formation, est-ce que toi, tu lances justement des formations en ligne, tu proposes quelque chose ? Oui, alors j'ai plein de projets à venir. D'accord. Plein de beaux projets, encore une fois dans le but de transmettre, de partager au plus grand nombre.
Là, je lance du coup fin septembre un premier programme que j'ai appelé Niveau 1, découverte de la méditation. C'est pour les personnes qui ont envie de justement commencer à découvrir un peu l'état de conscience modifié léger. Mhm. Toutes les personnes qui ont cette croyance que ah non mais la méditation c'est pas fait pour moi, ah mais moi je suis trop anxieux, ah non mais j'y arriverai pas, quand j'essaye tout seul de toute façon j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça. Et je fais juste une petite parenthèse que c'est important. J'ai oublié de te dire que dans mon parcours, moi, je suis passée par là. D'accord. Bon, on avait un peu compris que justement, on ne devient pas psychologue par hasard. Oui. On expérimente plein de choses et c'est un petit peu comme ça qu'on tombe dedans, j'ai envie de dire. Oui. Mais moi, je suis vraiment tombée dedans. C'est-à-dire que j'avais même pas une vingtaine d'années que j'ai fait un début d'épuisement professionnel dans mes études. On ne sait pas trop que ça existe, mais c'est tout à fait possible. Et je faisais malaise sur malaise. Je commençais à mettre ma santé en danger. J'étais quelqu'un d'extrêmement bosseuse. Je ne m'écoutais pas. Je n'avais pas conscience de tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et c'est mon médecin généraliste à l'époque qui m'a forcé à aller faire de la sophrologie. Okay. Et à l'époque, je lui ai répondu, je lui ai dit, j'ai autre chose à faire que dépenser mon argent et mon temps pour aller apprendre à respirer. C'est typiquement ce que je lui ai répondu. Ouais. Et il m'a dit, vu votre réponse, ça veut dire justement que vous en avez plus que besoin. Et en fait, heureusement qu'à l'époque, j'ai pris 10 séances d'un coup, parce que je pense que sinon, au bout de la deuxième, j'aurais arrêté. J'étais persuadée que je perdais mon temps, j'étais persuadée que c'était n'importe quoi, que j'avais autre chose à faire que ça. Et j'étais vraiment très en colère. Donc beaucoup de fausses croyances finalement. Beaucoup de fausses croyances, beaucoup de colère. Et bon, aujourd'hui, je sais que par expérience que quand on est en colère contre un sujet, ça veut justement dire qu'on est au bon endroit. Exactement, que ça nous touche et qu'il y a quelque chose à creuser. Exactement. Et c'est vrai que voilà, j'ai découvert en fait la méditation, l'état de conscience modifié à ce moment-là. Ça m'a demandé un chemin assez long en fait, mais aujourd'hui que je l'ai découvert, que je le vis et que je vois à quel point c'est précieux, j'ai à cœur, encore une fois, de partager ça. De le partager, de le faire découvrir. Donc ce niveau 1, en fait, ce programme que je lance fin septembre, c'est 5 séances d'1 heure en ligne, ensemble, en visio, en petit comité. Et donc les personnes qui vont participer, qui vont vouloir s'inscrire, c'est vraiment pour venir dire « Ok, je veux découvrir ». Donc voilà, la première séance, c'est vraiment on prend le temps, encore une fois, de donner au mental, à l'intellect des sécurités, etc. Et puis progressivement, on va venir un peu travailler des méditations, des sujets, pour que tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, que les gens le ressentent, comme je disais, qui commencent à tourner le regard vers eux, qui sentent des choses, qui perçoivent des choses, qui disent « Ah ok, il se passe un truc ». Ah ok, je suis en train de toucher à un monde, je ne savais pas qu'il existait, il est en moi, en fait il m'attend, il est là tous les jours en permanence autour de moi, c'est juste que je ne le vois pas, il est entre guillemets dans l'invisible, mais notamment grâce à la méditation, mais à tous les autres états de conscience modifiés, je vais pouvoir commencer à le toucher du doigt et il va être aidant demain. Je vais pouvoir bien sûr faire diminuer mon anxiété, faire diminuer mon stress, mieux gérer mes émotions, peut-être encore, commencer à sentir un peu des intuitions, à plus me connecter à mon corps, à plus m'écouter, et ça c'est hyper précieux. Donc ça c'est le niveau 1. J'ai prévu ensuite de faire un niveau 2, là pour les personnes qui ont un peu plus envie de développer leur intuition, leur perception intuitive et subtile et leur capacité extrasensorielle, donc on passe vraiment sur un autre niveau. Ouais. Il y aura potentiellement un niveau 3 encore un peu plus poussé, peut-être aussi pour les personnes qui font un métier similaire à moi. Voilà, mais c'est en cours de construction. Et il y a un autre projet sur lequel je garde le suspense, mais qui sera aussi un programme en ligne, mais voilà, qui est encore trop en cours de construction pour que je puisse en parler. Mais l'objectif était de pouvoir donner un peu plus en collectif au plus grand nombre l'accès justement à ces états de conscience modifiés, qui sont pour moi, mais la clé, vraiment la clé pour mieux se connaître et pour être beaucoup plus apaisé et pour savoir un peu plus quel chemin on doit prendre et aussi avoir plus confiance, j'allais dire confiance, mais conscience de nos mécanismes inconscients qui en fait sont quand même accessibles et nécessaires. Mais oui, complètement. Pour le bien-être et pour la rémission finalement de sa santé mentale. C'est ça. Ouais. Ok, génial. Donc ça peut toucher autant des patients comme des professionnels du métier. Tu disais que tu voulais éventuellement aussi un peu échanger avec des collègues là-dessus et t'ouvrir un petit peu plus et partager. Voilà. J'imagine en fait de créer un programme soit en ligne, soit peut-être présentiel. Je suis en train de le réfléchir. Vraiment pour les professionnels de santé. Pour justement qu'on travaille ensemble, pour que je puisse les guider, pour qu'ils puissent faire quelque chose de toutes ces intuitions qui les traversent quand ils sont en séance avec leurs patients, peu importe leur métier, qu'ils soient thérapeutes, psychologues, psychiatres, médecins, ostéopathes, peu importe. Mais c'est vrai que si les personnes, pour le niveau 1, que tu sois psychologue ou que tu fasses un autre métier, en fait, il est accessible à tout le monde. Mais voilà, après, il y aura, comme je disais, donc, du coup, le niveau 2 où on monte un autre step. Mais j'envisage effectivement d'avoir un programme qui soit aussi dédié pour les personnes qui veulent se retrouver entre professionnels de santé pour développer tout ça. Super. Donc ça, ce sera disponible à partir de fin septembre
septembre, du coup, niveau 1. Oui, Ouais. j'ai commencé du coup à en parler un peu sur mon Instagram pour ce niveau 1, découverte de la méditation, des états de conscience modifiés, gérer son anxiété, son stress, ses émotions. Il est accessible, voilà, là, il faut juste me faire un petit message. Et puis, comme je disais, il y a 5 séances en live d'1 heure. Le tarif, il est à 125 euros. Je l'ai fait exprès petit pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais si j'ai beaucoup d'inscrits, peut-être que je ferai aussi 2 tranches horaires. Je veux vraiment que le groupe il soit restreint. Et puis, il y a cette communauté aussi. Il y a Oui. des gens qui vont pouvoir échanger entre eux et ça, c'est précieux. Ça, on n'a pas ça du coup au cabinet en individuel. Donc, c'est un autre cadre. Et Un ça peu me plus tenait, intimiste. voilà, c'est plus intimiste. Mais les gens peuvent aussi partager. Et c'est aussi, voilà, plus on va partager, plus on va se retrouver avec des personnes qui se posent les mêmes questions que nous, qui sont confrontées au même sujet que nous. Bah, finalement, le sentiment d'appartenance, il est indispensable Oui, dans c'est sûr. dans la pyramide de nos besoins. Le sentiment d'appartenance, il est très, très fort. Donc, quand on sait qu'on n'est pas seul et qu'on a cette petite bulle, aller 5 fois 1 heure avec moi, mais aussi avec d'autres personnes où on va pouvoir partager, couper, se forcer aussi à dire, là, pendant 1 heure, je coupe, je suis juste avec moi. Mhm. Et ça, c'est un cadeau, en fait, qu'on peut se faire, quoi. Non, Enfin, mais je clairement. trouve. Voilà. Donc, tu disais 125 euros la séance, Les 5 séances d'1 heure. les 5 séances d'1 heure. Et en francs suisses, du coup, pour nos amis Pareil. suisses, 125 francs. Oui. Ouais. Ouais, Ok, ouais. super. Je fais pas le taux De de change. distinction. Non, voilà, 125 francs suisses, Ok. 125 euros. Et encore une fois, j'ai fait exprès que ce soit un petit budget pour les 5 séances d'1 heure. Ouais. Parce que voilà, je souhaite vraiment que ce soit accessible et que ce soit facile, quoi. Ben, c'est chouette. Ouais. Et du coup, si on veut réserver la séance, donc on peut directement le faire via ton site internet. Exactement, mon site internet, vous pouvez directement me faire un message dans la page contact. Mhm. Sinon, il y a aussi mon numéro de téléphone qui est indiqué. Et si vous allez sur mon Instagram au cœur de l'invisible, pareil, un petit message privé et on voit ensemble. J'avais commencé à caler des dates très précises sur ces 5 séances entre fin septembre et début novembre. Mais les premières personnes qui m'ont contacté me disaient « Ah, moi, c'est plus lundi, moi, c'est plus vendredi. » Donc, voilà, j'ai pris la décision de ne pas empêcher des personnes de pouvoir participer. Donc, pour l'instant, j'ai 2 options, une le lundi, une le vendredi. Et donc, selon le nombre de participants, soit je ferai un choix sera entre les deux, basculé. soit il y aura les deux. Voilà. Ok. Mais voilà, c'est le moment de me contacter parce qu'effectivement, on va débuter fin septembre. Chouette. Ben, j'espère que le calendrier sera vite rempli, mais j'en doute pas parce que c'est franchement hyper intéressant et atypique. Donc c'est super. Tu t'es très bien définie en début de séance. Tu as dit que tu étais une petite fille à la base très rêveuse. Donc tu as su garder ça dans ton cadre professionnel et on comprend un petit peu mieux ton parcours de vie et professionnel en même temps. Oui, oui. Donc merci pour cet échange. Est-ce que à titre personnel, moi j'ai j'ai vécu par le passé, je pense aussi à un état de conscience modifié qui est la paralysie nocturne. Oui. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel le corps n'a absolument aucune accroche. Enfin, je pouvais absolument pas contrôler, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des hallucinations auditives. Ça, c'est dû. Tu penses à une période de stress, à de la fatigue, à quelque chose, parce que c'est vraiment périodique. Enfin, moi, je me souviens que c'était pendant mes études il y a une dizaine d'années. T'as eu qu'un épisode ou tu en as eu plusieurs? J'en ai eu plusieurs. Ouais, plusieurs. Et sur la même période? Sur la même période, ouais. En fait, voilà, tout dépend du contexte. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de questionner chaque personne. Si ça a eu lieu sur un même contexte, il est fort probable que c'était lié à ce que tu étais en train de vivre. Ok. Voilà. Si par contre, c'est des choses qui se répètent et où il n'y a pas forcément de concordance, dans tous les cas, c'est des sujets qui, aujourd'hui, qui sont un peu plus connus quand même du monde médical, même si on n'a pas toutes les explications. Donc, moi, je dis toujours priorité. On regarde au niveau médical ce qui se passe. C'est toujours bien aussi d'aller explorer un peu comment fonctionne le sommeil. Il y a des tests qui peuvent être faits. On regarde aussi s'il y a des apnées du sommeil ou pas. Ça peut aussi déclencher des choses au niveau psychique. Et puis voilà, au niveau psychologique classique, on regarde aussi ce qui s'est passé dans le contexte, dans la période. Donc là, j'ai vraiment ma casquette de psy. Mais tu vois, si je prends la 3e casquette, il y a aussi des hypothèses. Qui disent que les paralysies du sommeil sont en fait une manière de montrer à la personne quelque chose qu'elle ne veut pas voir, mais pas que au sens psychologique du terme, mais aussi sur un sens un petit peu plus grand. Ok, voilà. Intéressant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule et même réponse à te donner. Pour moi, la priorité, c'est toujours, on questionne au niveau médical, on fait des examens, on vérifie que tout va bien, on vérifie qu'il n'y a pas une difficulté ou une problématique particulière. Ensuite, on questionne au niveau psychologique, comment s'est passée la période, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu un stress particulier, est-ce qu'il y aurait une réactivation de trauma, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu t'empêcherais de voir, que t'empêcherais d'entendre et que ton cerveau, ton psychique, ta conscience te force, en fait, te bloque dans ton propre corps pour que tu puisses le voir, le regarder en face. Et encore une fois, il y a la troisième hypothèse aussi, où est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand,
de plus grand, un peu plus loin dans ta conscience qui te traverse et voilà, donc en fait, on peut explorer plein de choses, Mhm. mais ne serait-ce qu'à les éléments que tu me donnes, ne serait-ce qu'avec juste ma casquette de psychologue, bah, c'est intéressant de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Mhm. Bien sûr que les étudiants en examen sont stressés, mais ils n'ont pas tous des paralysies du sommeil, ils ne sont Non, pas tous clairement. avec des hallucinations auditives. Donc, ça montre bien qu'il se joue quelque chose pour toi, dans ton parcours, dans ce qui se passe là, à ce moment-là de vie. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut venir creuser. Et là, j'irai plus, effectivement, au départ, avec ma casquette de psy, si ça a bien été vérifié au niveau médical, parce que Des fois, c'est pas le cas. bah, il y a des patients qui... Alors voilà, je pense que c'est là où pour moi les extrêmes sont dangereux. C'est les personnes qui sont que dans le médical mais qui s'ouvrent à rien d'autre, ni à la psychologie, ni à d'autres ouvertures. Bah, malheureusement, ça peut parfois les amener à pas comprendre ce qui leur arrive et à passer à côté de beaucoup de choses. Mhm. Et à la fois les personnes qui, et j'en ai vu, qui étaient que spiritualité et ouverture de conscience et qui Sont à côté de la étaient plaque complètement parce à que- côté ouais. du monde médical ou de la psychologie et qui, pareil, se mettaient en danger. Donc moi, dans tous les cas, je déteste les extrêmes. Pour moi, ce Mhm. qui est bien, c'est ce qu'on est un peu au milieu. On se L'équilibre. dit, sécurité médicale, c'est le number one. Voilà, c'est la première chose que je dis aux patients. On ne travaille pas tant que ça n'a pas été checké au niveau médical. Mhm. Sur tous les sujets, si ça nécessite, bien sûr. Et puis, bah, tu vois, deuxième niveau psycho pur et dur. Et parfois, ça peut arriver qu'il y ait d'autres choses à comprendre, mais ça dépend de l'ouverture du patient. Oui. Ça dépend si c'est pertinent ou pas. Mais ouais, j'aurais envie de Mais c'est ça, oui. Bon, tout ça pour demander. dire qu'effectivement, anciennement, étant anciennement une sceptique, je pense que la plupart des gens finalement qui viennent te voir ont dû vivre quelque chose qui les a interpellés et qui les a fait se questionner sur et finalement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de Oui. plus fort que moi, d'incontrôlable et est-ce que j'irai pas creuser là-dedans quoi Ah finalement. oui, c'est ça. Et c'est souvent des moments comme ça qui nous font peur, Ouais. où on perd le contrôle, qui nous amènent à nous questionner. Exactement. Mais voilà, les hallucinations, que ce soit auditives ou autres, on n'est pas forcément tout de suite sur un cadre pathologique. Tu Non, vois. clairement. Et c'est ça aussi qui est bien à dire, c'est que on se détend. Oui, oui. Surtout si c'est lié à un contexte et si c'est dans une période donnée, bah, il y a peut-être plusieurs explications possibles. Et moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, prenez le temps d'explorer plusieurs pistes, Mhm. mais ne négligez jamais le médical. Non, Voilà. c'est sûr. Jamais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, exactement. Bah, c'était juste pour un petit peu exemplifier aussi divers autres états de conscience modifiés. Ça m'amène du coup peut-être à conclure sur ce point qui est hyper important, c'est les somatisations. Mhm. Dans notre corps, il y a plein de somatisations, mais nos somatisations corporelles sont un indicateur. Il se passe quelque chose. Notre corps nous parle. Notre corps est un vecteur, mais peut-être le plus grand vecteur qui existe. Et donc Anela le dit aussi dans l'épisode de podcast là, qui est sorti à la rentrée. Elle le dit, mais en fait, mais le corps est le centre de tout. On focalise tout sur le cerveau, mais en fait, le corps est le centre de tout. Et je suis plutôt d'accord avec elle. C'est pas pour dire il y en a un qui est plus fort ou qui prend plus de place, mais tant qu'on néglige notre corps, et c'est pas qu'en prendre soin en mangeant bien, en faisant du sport, c'est tendre l'oreille. Mhm. Sentir. Sentir, exactement, notre sens kinesthésique. Qu'est-ce que mon corps ressent? Et donc, quand tu poses la question aux gens qui viennent, par exemple, au cabinet ou même dans ma vie perso, t'as plus de la moitié qui se disent, bah, comment ça? Je sais pas. Je sais pas. On est complètement coupé. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est pas grave, il faut juste en prendre conscience. Mhm. Et se demander, bah, en fait, ce corps qui est notre vaisseau au quotidien, est-ce qu'on a envie d'être coupé de lui sur une grande partie de notre vie? Et si on commençait à l'écouter? Mhm. Et donc les somatisations, c'est ça. C'est le corps qui lève la main et qui dit, mais attention, Ouais. fais attention à ça. Bon, ça, c'est pas forcément de notre propre chef qu'on décide d'être complètement coupé. C'est qu'on a tellement de stimulation extérieure Oui. maintenant avec les téléphones, la télé, les machins. Donc forcément qu'au bout d'un moment, on déconnecte sans s'en rendre compte et puis on s'écoute plus forcément, Oui, malheureusement. exactement. Donc, Exactement. Et puis, bah, souvent, si on a des objectifs de vie très précis qui nous demandent de beaucoup bosser ou autre, bah, si notre corps commence à nous ralentir, à nous envoyer des messages, il nous arrange pas. Oui. Il va pas dans notre sens d'humain, comme tu le dis, ultra connecté, avec plein d'objectifs de tout de suite maintenant. Ouais. Nous, notre corps, il est là pour notre bien-être. Il s'en fiche, en fait, dans la société dans laquelle on vit, qu'on soit en pleine jungle, en Tanzanie, en Amazonie ou ici en Suisse. Lui, il sait juste quand on est en train de s'épuiser qu'il y a un truc qui lui va pas. Donc, il lève juste la main pour dire, ça va pas, il y a un truc, je t'alerte. Mais il est pas en train de comment dire. Notre corps peut tenir. Moi, j'ai vu des gens en épuisement. Le corps a tenu. C'est même incroyable de voir comment le corps a tenu. Mais les gens étaient coupés parce que inconsciemment, ils n'ont pas appuyé sur un bouton consciemment en disant bon allez, je coupe les ressentis de mon corps. Mais en fait, ça se fait parce que souvent, ça correspond pas à nos objectifs. Ça nous freine. C'est ça aussi, tu vois. Ça nous freine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du chemin de vie, c'est que c'est important de se demander
quand je suis en train d'atteindre un objectif et qui me demande beaucoup de sacrifices, est-ce que je suis sûre de savoir pourquoi je le fais ? Oui, de garder le sens, finalement. Est-ce que je suis sûre que ça m'apporte de la joie ? Mhm. Est-ce que je suis sûre que ça m'apporte du bonheur ? Est-ce que je suis sûre que ça m'apporte effectivement l'impression d'être sur mon bon chemin de vie ? Ou est-ce que, pour quelle raison je le fais ? Mhm. Et si j'en viens à couper mon corps parce qu'il m'ennuie, parce qu'il m'empêche de réaliser ça, bah, c'est un indicateur que ça ne va pas. C'est un indicateur qu'on n'est pas sur le bon chemin. On peut... Et j'ai souvent des patients, j'ai beaucoup travaillé avec des patients en épuisement professionnel, d'où ma casquette psycho du travail initialement, et qui me disaient « Non, mais si je commence à m'écouter, je ne vais jamais réussir à atteindre mes objectifs. » Bah, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et je suis passée par là, donc je le sais. Ouais. Mais c'est qu'il y a un problème. On peut vraiment travailler beaucoup, atteindre des objectifs très forts, avoir une charge de travail énorme, sans s'épuiser, en s'écoutant et en ralentissant. Mais ça, c'est souvent une croyance que les gens ont, c'est que si je veux travailler beaucoup, etc., il faut que je me coupe de moi-même et je suis en mode automatique, pilote automatique, et c'est comme ça que je vais réussir. Oui, parce qu'il y a tout de suite cette étiquette après de « Ah, mais si je m'écoute trop, finalement, je passe jamais à l'action, je fais rien, et Voilà. je vais avoir des pensées négatives, et finalement, je vais procrastiner petit peu. » C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que pour moi, la procrastination, quand on procrastine, c'est que notre psychique, il a besoin de temps. Il a besoin de travailler un sujet en toile de fond. Alors laissons-le procrastiner. Je ne suis pas en train d'encourager la procrastination et le non-passage à l'action, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai mis plus de 2 ans à sortir le podcast Au cœur de l'invisible. Oui. Et j'ai culpabilisé, malgré la connaissance de ce process. Il y a parfois où j'arrivais à me dire, non, ok, si je procrastine, c'est que j'ai besoin de temps. Il y a peut-être des peurs en moi, inconscientes, qui ont besoin d'être processées. J'ai peut-être besoin de construire le projet en toile de fond. Donc, je ne pensais pas au podcast tous les jours pendant 2 ans. Mais je sais que ça faisait 2 ans que le projet était dans ma tête. Et le jour où je l'ai lancé, c'est que j'avais déblayé. Je sais pas, moi, ça s'est fait inconsciemment. Voilà. C'est pas moi qui ai déblayé, ça s'est fait comme ça. Ça avait suffisamment déblayé pour dire, ok, les peurs qui sont là, là et là, je peux les regarder et les surmonter. Et c'est ok. Je peux y aller, c'est ok. Et donc, voilà, j'ai lancé en octobre, donc il y a même pas un an, quoi. Ouais. Même pas un an. Mais ça faisait 2 ans qu'il était dans ma tête. Mais par contre, si je passe 2 ans à me dire, Kelly, t'es nulle, tu lances pas ton podcast, tu devrais le faire, telle idée, quelqu'un va prendre ton idée, ou ci, ou ça, en fait, je fais quoi ? Je fais que me critiquer. Donc je suis hyper... Il n'y a pas de bienveillance. Mais je suis tout sauf dans la bienveillance. Ouais. Donc je sais que c'est pas facile. Mais en fait, qu'est-ce qui était important ? C'était de sortir le podcast ou c'était d'être à l'écoute de moi-même en disant, en fait, si j'ai besoin de temps, je le fais. Ouais. Je prends ce temps. Pour être aligné avec soi-même. Et si je l'ai fait 2 ans auparavant, il ne se serait pas appelé Au cœur de l'invisible. Je n'aurais pas parlé des mêmes sujets. Je n'aurais pas eu les mêmes formats. Je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est encore ma croyance du destin et que les choses se font dans le timing où elles doivent se faire. Exactement. Et on est tous hyper impatients en tant qu'être humain. On a nos rêves, nos fantasmes. Et je vais le dire justement dans un épisode bientôt là, sur le podcast, c'est que attention aux fantasmes de vie que l'on a. Oui, qui sont encore plus véhiculés et erronés avec, de nouveau, les réseaux sociaux, la comparaison sociale. Exactement. Et pourquoi est-ce que lui, à 20 ans, il est déjà millionnaire et il vit une vie de rêve, alors que moi, je suis toujours là, il me faut 50 ans pour sortir un projet et m'y mettre. Oui, c'est ça. Et je suis nulle et je procrastine et ci et ça. Ouais. On est tous pareils, on se le dit tous. Ouais. Mais voilà, pour moi, il y a une différence entre procrastiner, qui est en fait un indicateur qu'il y a des sujets qui ont besoin d'être processés en toile de fond. Donc, on respire, on se ressent, on remet un peu de bienveillance et on essaye de comprendre pourquoi. On a besoin de procéder des choses avant de lancer ce projet. Il n'y a pas que l'action qui est positive. Et puis, progressivement, on voit comment ça se met en place, quoi. Mais il y a une différence entre aller s'épuiser en mode automatique, s'oublier, pas écouter son corps, donc arriver en burn-out, et puis après, il n'y a plus personne, merci, au revoir, que de non, je ne fais que m'écouter, je suis en bienveillance, donc du coup, je passe pas à l'action. Non, il y a un équilibre à trouver. Bien sûr que quand on passe d'un extrême, on passe à un autre. Moi, je suis passée par extrême, à tendance à toujours m'épuiser, à en fait, j'ai pas de projet et j'ai besoin de ralentir et j'ai besoin. J'ai eu presque 2 ans, il y a quelques années, 2 ans où, à part aller au cabinet et faire ce que j'avais à faire, je ne mettais rien en place autour. Ni perso, ni pro. Et c'est le temps qu'il te fallait pour te remettre de cet épuisement. C'est le temps dont j'avais besoin. Ouais. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un truc hyper entre deux, où je travaille énormément, mais j'ai tout de suite l'écoute de mon corps, l'écoute de mon psychique qui fait dire « Ah ok, là, je suis en train de tirer. » Donc, tu as un peu ce garde-fou, finalement. Oui. Et en fait, je donne toujours cette image, mais elle est hyper importante. Quand notre portable, il est dans le rouge, ou même nos caméras, là, quand tout est dans le rouge, on va brancher. Pourquoi on ne le fait pas pour nous ? Nous, on est dans le rouge et on demande à notre corps de dire « S'il te plaît, va encore plus loin dans le rouge. Ouais. Continue à résister, retrouve une batterie supplémentaire de je ne sais où et recharge-toi encore plus. » Bah non, le corps, il lève la main, il dit « On est dans le rouge. » Donc, en fait, c'est pas qu'on va procrastiner ou qu'on va plus être dans l'action, c'est qu'on va recharger les batteries nécessaires pour continuer
sur quelque chose d'extrêmement stable sans s'épuiser. Mhm. Et en fait, cet autre 2, pour moi, les états de conscience modifiés, la méditation, l'introspection, en fait, sont nécessaires. Sinon, on est en Ce sont pilote des automatique. outils. Mhm. Et c'est pas grave d'être en pilote automatique, mais au moins, c'est de se l'avouer. Ouais, je suis pas du tout à l'écoute de moi en ce moment. Je suis à ça de m'épuiser. Bon, est-ce que finalement, je prendrais pas un peu de temps pour faire différemment, pour qu'on m'apprenne à faire différemment. Ouais. Et c'est un process, c'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain. Et de ne pas attendre l'effondrement avant de s'en possible. inquiéter, quoi. Si possible, parce que quand le corps il était dans le rouge et qu'on est encore dans le rouge et encore dans le rouge, les vrais burn-out, je pense que la plupart des gens aujourd'hui le savent. Moi, quand j'ai travaillé le burn-out dans mes études de psychologie, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde sait et c'est génial. Mais bon, il y a burn-out et burn-out. Quand on fait un vrai burn-out, le corps, il peut se paralyser totalement. J'ai eu des patients, ils ne se levaient plus. Mhm. Ils étaient bloqués dans leur propre corps. Ouais. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que mon corps ne marche plus? Ça fait juste 2 ans que vous lui demandez d'être dans le rouge, en fait. Mhm. Donc là... Stop. plus du tout de batterie. Le téléphone s'éteint, c'est terminé. Et malheureusement, il y en a de plus en plus dans le monde actuel. Donc, on a Ouais. besoin de se reconnecter justement à cette part Ouais. d'inconscient et à s'écouter plus. Donc, merci de participer à tout ça, d'aider les patients à se retrouver soi-même et à guérir de ses blessures et de ses traumas. Merci c'est Sarah, hyper c'était un bon moment intéressant. avec toi. Merci Avec beaucoup pour tes plaisir. questions. Plaisir partagé. Et puis, je te souhaite tout de bon pour la suite. Les Merci. projets, on y croit. De la Ouais. bienveillance entre femmes aussi, c'est très important. Je trouve Oui, qu'on en je suis manque d'accord aussi avec beaucoup toi. dans le milieu. Et Donc, de l'encouragement. Ouais, Exactement. l'encouragement. J'espère qu'il n'y aura que du positif. Et puis, bienvenue à Genève, du coup. Ouais. Merci, merci. Je suis tellement heureuse d'être là. C'est un cadeau de la vie pour moi d'être ici, d'être accueillie en Suisse. Et voilà, j'ai envie de chérir ce cadeau que la vie m'a fait. Une nouvelle étape de vie aussi. Chouette. Bienvenue parmi nous. Merci Sarah. Avec plaisir.